Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement caquiste, à son arrivée au pouvoir, a hérité d'une situation financière enviable. En fait, ils ont hérité de la meilleure situation financière du Québec moderne. Monsieur le Président, nous avons collectivement fait des choix pour que le Québec retrouve les moyens de rêver et, contrairement aux autres premiers ministres des dernières décennies, le premier ministre avait les moyens, cette fois-ci, d'être visionnaire. Des situations budgétaires de la sorte, c'est rare, très rare. C'est même le fruit d'un effort collectif qu'on ne pouvait pas laisser passer. Ce budget aurait dû être un budget marquant, un budget d'avenir. Pourtant, Monsieur le Président, ce budget, c'est tout le contraire. Cette stratégie de dilapidation des fonds du Fonds des générations est décriée par les experts. Aucune vision en environnement, aucune vision en transport collectif, sans parler du fait que ce gouvernement a promis plus de routes que le gouvernement Duplessis. C'est d'ailleurs sans surprise essentiellement dans des comtés caquistes en plus. Remettre à plus tard en matière d'environnement, c'est nuire à toutes les générations futures. Le premier ministre a déjà affirmé qu'il ne pourrait plus regarder ses fils dans les yeux s'il ne leur léguait pas un monde meilleur. Peut-il avouer aujourd'hui qu'avec ce budget, c'est toute une génération qu'il a abandonnée? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, d'abord, je veux vous souhaiter bon anniversaire. Monsieur le Président, dans le budget qui a été déposé par mon collègue la semaine dernière, on retrouve plus de 13 milliards de dollars dans des infrastructures de transport en commun. On retrouve aussi 1,3 milliard de mesures en environnement, rouler vert, gestion des matières résiduelles. On retrouve 220 millions pour la décontamination des terrains. Je comprends, Monsieur le Président, que c'est un début. Il nous reste 3 ans et demi à notre mandat. Maintenant, le chef de l'opposition officielle semble dire qu'on propose trop de projets dans le secteur routier. J'aimerais qu'il nous donne un exemple d'un projet qui est de trop, selon lui. Selon nous, il y a beaucoup de rattrapage à faire dans notre réseau routier, mais j'aimerais qu'il nous donne un exemple de projet qu'on propose et que, selon lui, on n'aurait pas dû faire. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Ce qu'on dit, Monsieur le Président, c'est que, sous plusieurs aspects, c'est le budget d'une autre époque. D'ailleurs, les économistes, Monsieur le Président, dont entre autres mon critique aux finances, affirment que la vente de feu du Fonds des générations va coûter une fortune, au-delà du milliard, Monsieur le Président. Et l'unique explication, c'était de dépenser davantage cette année. Comment le premier ministre compte-t-il expliquer aux générations futures qu'il a préféré flamber leur REER plutôt que d'investir dans leur avenir? Premier ministre. Monsieur le Président, il y avait 10 milliards dans le Fonds des générations qu'on a choisi d'utiliser pour réduire la dette. Ce que nous dit le chef de l'opposition officielle, c'est que ça aurait été plus payant d'investir ce montant-là dans des actions, dans le marché obligataire. Bien, si c'est vrai, j'aurais le goût de demander au chef de l'opposition officielle pourquoi pas emprunter 25 milliards et le placer à un taux de rendement qui est plus grand que le coût de notre dette. Je pense que les marchés ont beaucoup augmenté des dernières années. Il ne faut pas prendre de risques et pour être prudent, on préfère rembourser la dette. Je pense que c'est une bonne gestion. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Ce n'est pas partagé par beaucoup d'économistes, en tout cas. Il a même joué, Monsieur le Président, à la loterie avec le projet d'une génération à Québec. Un projet visionnaire de transport collectif qui va changer à tout jamais la réalité de notre capitale nationale. Comment explique-t-il qu'il a, à ce moment-ci, priorisé une autoroute à 4 voies sur l'île d'Orléans, tout en restant muet sur les projets verts et innovateurs à Québec? Allez-vous encore une fois accuser le gouvernement fédéral? Premier ministre. Monsieur le Président, il y a un projet à Québec de transport structurant de 3 milliards.
Le gouvernement du Québec s'engage à verser 1,8 milliard, c'est-à-dire 60 %. Le gouvernement fédéral a un fonds pour le transport en commun de 5,2 milliards. Il veut seulement verser 400 millions. C'est seulement 7 du budget fédéral en transport en commun qui irait à Québec. Moi, je demande au chef de l'opposition officielle de se battre avec nous pour convaincre le gouvernement fédéral de reculer puis de faire sa part pour le projet à Québec. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. En attendant, le premier ministre est passé à côté d'une chance exceptionnelle. La réalité, c'est qu'il a préféré dilapider les efforts collectifs des Québécois pour, en fait, s'acheter quelques bons commentaires. Il n'a pas aidé les enfants handicapés, il n'a pas investi dans l'avenir de nos générations, il ne veut pas léguer à nos enfants un Québec qui sera plus vert et plus prospère, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on a investi une augmentation de 5,1 en éducation, 5,4 en santé. C'est pas mal plus que ce qu'a fait le gouvernement libéral. Moi, je suis fier du budget qu'on a déposé. On respecte nos promesses. On respecte toutes nos promesses. Je sais que le chef de l'opposition officielle n'est pas habitué à ça, mais il est mieux de s'habituer parce que ça va être comme ça pendant 4 ans. Monsieur le député de Robert Baldwin. Merci, Monsieur le Président. Alors, la semaine dernière, j'ai posé une question au ministre des Finances au sujet de la dette et du Fonds de génération pour savoir s'il allait fixer de nouveaux objectifs de réduction de dette. Il m'a répondu, et je le cite, « Tout sera révélé jeudi ». Pourtant, dans le budget du 21 mars, aucun nouveau plan d'action a été révélé. Comme je l'ai mentionné déjà souvent, les objectifs fixés de réduction de dette à 45 % du PIB en 2026 seront atteints beaucoup plus rapidement que c'était prévu. Monsieur le Président, plutôt que de penser aux générations futures et de fixer un nouvel objectif pour réduire la dette, le ministre des Finances a choisi de ne rien faire. Alors, Monsieur le Président, ma question est très simple et je pense que la réponse devrait l'être aussi. Pourquoi le ministre des Finances n'a-t-il pas inclus de nouveaux objectifs sur la dette dans le dernier budget? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, merci pour la question du député de Robert Baldwin. Nous avons 2 cibles dans la loi sur la réduction de la dette, une qui est le déficit brut et une qui est la somme des déficits cumulés. Nous atteindrons, exactement comme prévu, c'est-à-dire en avance, la cible de la dette brute au 31 mars 2021. En accord avec ce qui avait été prévu par le gouvernement précédent, nous sommes exactement sur la même cible. Quant à la somme des déficits cumulés, qui est aussi un critère de la loi sur la gestion de la dette, il est prévu que nous atteindrons cet objectif au 31 mars 2026, mais si on retranche la réserve de stabilisation, ça pourra être accompli le 31 mars 2024. Alors, nous respectons les engagements de la loi sur la réduction de la dette et c'est une saine gestion des finances publiques. Première complémentaire, Monsieur le député de Robert Baldwin. Moi, je parlais de nouvelles cibles. Par sa décision de faire un remboursement accéléré de 8 milliards de dollars de la dette à partir du Fonds de génération, le gouvernement se vante dans son budget d'avoir ainsi économisé 1,6 milliard. Mais il ne se vante pas des pertes de revenus de placement qui sont associées à une telle manœuvre, une perte de 2,2 milliards de dollars. Monsieur le Président, les Québécois donc sont perdants de 600 millions de dollars avec cet exercice. Est-ce que c'est ça, Monsieur le ministre, une gestion de la Finances. Monsieur le Président, nous avons fait un grand effort de transparence et j'ai montré les rendements historiques du Fonds des générations et le coût de la dette. Alors, le Fonds des générations a surperformé le coût de la dette au cours des 10 dernières années par 2 %. C'est excellent. Nous sommes contents du gestionnaire. La Caisse de dépôt et de placement a fait un excellent travail. Par contre, nous reconnaissons qu'après 10 ans d'excellentes performances boursières, dans le cadre d'une saine gestion de prudence, nous réduisons les risques, mais nous continuons à contribuer au Fonds des générations, qui est un outil exceptionnel qui nous appartient tous. Et quant aux rendements futurs, nous n'avons aucune certitude sur les rendements futurs. Il ne faut pas confondre les rendements passés et les rendements futurs. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Robert Baldwin. Monsieur le Président, non, on ne confond pas ça, Monsieur le ministre. Certains ont compris que l'intention du ministre serait même probablement d'abolir le Fonds de génération, puisqu'il a récemment dit qu'une réflexion, et je le cite, une réflexion à faire et qu'il faut se demander qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on va atteindre nos cibles. Un organisme que vous connaissez très bien,
Force Jeunesse s'est d'ailleurs montrée très inquiète suite à vos déclarations. On le sait, le Fonds de génération est un outil d'épargne très important. Alors, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire, avez-vous Monsieur l'intention le de ministre maintenir le des fonds? Finances. Mais nous maintenons le fonds. Monsieur le Président, dans le cadre financier, nous continuons à contribuer le fonds chaque année. Ce que j'ai dit, c'est que le 31 mars 2024, selon nos projections, sera un grand jour pour le Québec. Nous aurons le niveau de dette nette par rapport au PIB qui sera le même que le gouvernement fédéral et nettement inférieur à l'Ontario. Alors, ce sera un grand jour, une réalisation pour l'ensemble des Québécois. Question principale, Monsieur le député Lapinière. Je le dis tout de suite, Monsieur le Président, tout le monde, incluant les propriétaires de permis de taxi, s'entend sur la nécessité de moderniser cette industrie. Dimanche, avec 5 de mes collègues, j'assistais à une assemblée de propriétaires, plus de 1000 personnes, des hommes, des femmes, honnêtes, travaillants. Monsieur le Président, il n'était pas juste en colère, il était en détresse, la vraie détresse. Ils étaient de partout, de Rivière-du-Loup, de Granby, Québec, Montréal, Saguenay, même en ligne, des petits entrepreneurs qui ont joué et respecté les règles. Est-ce que le premier ministre est conscient? Est-ce qu'il est confortable avec les conséquences de son projet de loi brutal? Est-ce que le premier ministre réalise que partout au Québec, à cause de lui, il y aura des Québécoises et des Québécois qui seront placés en difficulté financière, qui perdront leur maison, que plusieurs feront faillite et que trop, beaucoup trop, verront les efforts d'une vie anéantis? Madame la ministre déléguée au transport. Merci, Monsieur le Président. Pour nous, c'est loin d'être brutal comme loi. C'est une loi qui se veut très équitable, qui permet de moderniser une industrie qui ne l'a pas été depuis près des 50 dernières années. Une industrie qui est en transformation, qui va permettre dorénavant aux chauffeurs de taxi d'avoir plusieurs plateformes leur permettant d'offrir leurs services, mais surtout qui va permettre aux usagers d'avoir le choix et un prix équitable pour les différents services de transport. Nous sommes donc très confiants avec cette loi qui vient répondre aux objectifs des chauffeurs de taxi et des nouvelles entreprises qui entrent dans le marché, et nous ouvrons le marché au transport payant des personnes. Ce n'est plus un monopole, c'est une véritable industrie du transport des personnes, transport payant. Première complémentaire, Monsieur le député de Lapinière. Hier, le ministre était sur le bord de la provocation. Je vais vous rencontrer, mais je ne changerai pas ma position, franchement. Il y a plusieurs manières de compenser les propriétaires de taxi. On peut le faire d'un coup, sur 5 ans, sur 10 ans. Chose est certaine, on peut le faire. Mais il faut commencer en quelque part. Est-ce que le premier ministre peut commencer par au moins établir publiquement le montant à être compensé, c'est-à-dire la valeur à l'achat de tous les permis actuellement en circulation? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, aujourd'hui même, le ministre des Transports est en rencontre justement avec les représentants de l'industrie du taxi pour les rencontrer, pour travailler en collaboration avec eux. Honnêtement, je ne pense pas que le député de Lapinière a de leçons à donner à quiconque ici en cette Assemblée sur la façon dont on traite avec les gens, parce qu'à l'époque où il était ministre de la Santé, c'était pas mal la méthode bulldozer, Monsieur le Président. Leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, très rapidement, je pense que vous le savez, notre règlement ne permet pas de faire ce que fait le collègue. Il a posé une question très tranquille, très franche. On n'attendait qu'une réponse. Monsieur le leader du gouvernement, prudence, s'il vous plaît, dans vos propos. Réponse à la question maintenant. Veuillez poursuivre. Monsieur le Président, c'est très tranquille également ce que je dis. Je pense que j'ai le ton approprié. Cela étant dit, j'énonce une vérité aussi. Monsieur le Président, ce qu'il faut dire, c'est que le projet de loi que nous avons déposé, nous l'avons fait pour moderniser l'industrie du taxi. À l'époque où le Parti libéral était au gouvernement, il a laissé les chauffeurs dans l'incertitude. Nous allons travailler avec eux pour s'assurer d'avoir une modernisation. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Lapinière. Au discours inaugural, le premier ministre a dit qu'il ne serait pas arrogant et qu'il ferait preuve d'humanité. Vraiment? Alors, quand il dit la semaine dernière que moi, je suis un homme d'affaires et en affaires, il faut prendre des risques, qui aurait bien pu mettre sur sa liste de risques qu'un gouvernement allait arbitrairement à mettre à zéro la valeur des permis? Personne. Est-ce que le premier ministre peut se lever maintenant et nous dire ce qu'il voulait dire par humanité? Monsieur le premier ministre.
Monsieur le Président, le Parti libéral a offert 250 millions aux 7 000 chauffeurs de taxi. Le gouvernement de la CAQ a offert le double, 500 millions. Je voudrais bien savoir, moi, le député de Lapinière, combien propose-t-il d'offrir? Est-il prêt à aller dire aux consommateurs, aux contribuables québécois qu'on va mettre plus que 500 millions de dollars? Que propose-t-il? Question principale, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Le premier ministre a pu oublier les enfants lourdement handicapés et leurs familles. Il s'est engagé auprès d'eux de façon solennelle. Il les a rencontrés. C'est un sujet sensible, c'est important pour l'ensemble des Québécois. Les familles ont été touchées par son engagement. Et là, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils se sentent trahis. Ils ont honte d'avoir voté pour la CAQ. Ils ne comprennent pas. Le premier ministre a 1 milliard de dollars pour les maternelles 4 ans. Il n'y a pas 22 millions pour les enfants lourdement handicapés. Aujourd'hui, je lui demande de réparer cette erreur et d'ajouter une nouvelle page B9 à son budget cette semaine où il va corriger cette erreur et rajouter 22 millions. Il peut compter sur notre collaboration. Il pourrait corriger cette semaine. C'est dans le budget que ça compte. Les parents l'écoutent. C'est très important pour les enfants. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, j'ai été effectivement très touché par ma rencontre avec les parents d'enfants lourdement handicapés. D'ailleurs, la députée de Soulanges est une de ses parents. On s'est engagé à donner au moins 22 millions de dollars de plus à ces parents qui n'ont bien besoin. Actuellement, Retraite Québec est en train d'étudier comment peut-on calculer la lourdeur du handicap de chaque enfant. Il y a 40 000 dossiers qui sont étudiés actuellement. Ce n'est pas prêt. Je peux assurer, par contre, le chef du Parti québécois, dès que le calcul sera prêt, le 22 millions et plus sera disponible. Je prends un engagement personnel. Oui, ces parents vont recevoir au moins 22 millions de plus dès que le programme sera prêt. Monsieur le chef du... C'est enregistré. Madame la députée de Joliette. Moi, je m'en souviens très bien de cette annonce parce que le premier ministre est venu la faire dans ma région au camp Papillon pour enfants handicapés. Alors, comment se fait-il que le gouvernement se dit capable de se précipiter dans des réformes aussi complexes qu'en immigration, pour le taxi, pour les maternelles 4 ans universelles, mais qui est incapable de mettre en place administrativement un programme quand il s'agit d'enfants handicapés? Est-ce que le ministre de la Famille peut se lever, changer la donne et dire que l'argent va être au rendez-vous dès cette année? Monsieur le ministre de la Famille. Monsieur le Président, c'est un sujet important et je pense que dans ce dossier-là, on se doit de collaborer. Parce que s'il y a bien une chose que les familles nous ont dite très clairement, c'est que l'ancien programme, il est tout croche, il ne fonctionne pas, il est trop rigide, il n'est pas assez généreux. Et les familles sont d'accord avec nous qu'il faut prendre le temps, de bien faire les choses. Et on ne le fera pas de notre côté seulement, on va le faire en collaboration avec notamment l'Étoile de Pachot et puis Parents jusqu'au bout. On le fait avec Marilyn Picard aussi, la députée de Soulanges, Monsieur le Président. On veut s'assurer d'avoir le meilleur programme possible. On les comprend, ces familles-là, d'être impatientes parce que le gouvernement précédent a joué avec leur patience. Mais maintenant, on se propose de réparer les pots cassés. Ils auront chacun des dollars qu'on a promis. Nous ne nommons les gens que par leur titre. Je vous le rappelle, Madame la députée de Joliette. Quand le premier ministre il a fait cette annonce, il a dit le programme manque d'argent et il manque de cœur. Dans son propre cadre financier, 22 millions pour cette année. Et là, s'ils ne se ressaisissent pas, c'est eux qui vont être perçus par tout le monde comme manquant de cœur. Alors, ce que je leur demande, les parents, l'Étoile de Pachot, Parents jusqu'au bout, Parents pour toujours, ils l'ont dit dès l'automne, travaillez tout de suite sur le programme pour que ça soit prêt. Comment ça se fait que c'est pas prêt quand c'est une question administrative? Revenez et dites oui, dès cette année, l'argent va être là. Monsieur le ministre de la Famille. Retraite Québec a déjà le dossier, Monsieur le Président. Je vous dis, là, concrètement, là, il y a une chemise sur mon bureau avec des propositions de scénarios. On avance, Monsieur le Président. On veut s'assurer que ces familles-là aient le meilleur programme possible. Et je lance l'invitation à la députée de Joliette. Si elle veut s'engager avec nous, si elle veut collaborer avec nous, je lui ouvre ma porte. On pourra regarder ensemble les différents scénarios, comme on le fera aussi avec les groupes. Moi, je veux réitérer que tous les dollars qui ont été promis dans le cadre financier de la Coalition Avenir Québec lors de la dernière campagne électorale seront donnés aux familles. Le premier ministre, vous l'avez entendu, en a pris un engagement personnel. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair que ça. Et dans l'intervalle, on verra aussi ce qu'on peut faire pour eux.
Question principale, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Dans les jours précédant le budget, et il y a même quelques minutes, le premier ministre nous a répété qu'il allait respecter l'ensemble de ses promesses, comme une ritournelle qui revient de façon régulière. S'il y a bien un domaine dans lequel il a absolument raison, il l'a atteint haut la main, c'est en matière environnementale. Il n'y avait aucune promesse, donc inévitablement, dans le budget, on n'a rien retrouvé. Les Québécois et Québécoises étaient déjà inquiets face à la crise climatique. Et ils ont été estomaqués, tout comme moi, de mesurer l'absence complète de volonté politique du gouvernement. Monsieur le Président, le premier ministre pète les bretelles en voulant nous faire avaler que son gouvernement a mis plein d'argent neuf dans son budget pour réagir à l'urgence climatique. Mais, une fois de plus, la population vient de vivre une session de marketing vert alors que l'heure est aux actions. Prendre des milliards dans le fonds vert, qui étaient déjà dans le fonds vert, déjà prévu pour ça, pour faire ce que les libéraux avaient déjà prévu, bien, j'appelle pas ça de l'innovation. Est-ce que le premier ministre peut reconnaître que son budget, c'est du recyclage de l'argent des libéraux? Et plus que ça, il va admettre à la population que son budget n'a pas une scène d'argent neuf pour s'attaquer à la diminution des gaz à effet de serre dans le transport des personnes. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, dans le plan québécois des infrastructures, on retrouve 13,3 milliards de dollars pour le transport collectif. 13 milliards. C'est un record, Monsieur le Président. Je comprends que la députée voudrait avoir des montants plus élevés, mais j'aimerais qu'elle nous explique où elle va prendre l'argent. En fait, on le sait. Quand on regarde le programme de Québec solidaire, on nous promet des nouvelles taxes sur le stationnement, des nouvelles taxes sur le carburant, des nouveaux payages sur les ponts et les autoroutes, et Québec solidaire veut prendre 12,5 milliards de dollars dans le Fonds des générations. Donc, Québec solidaire veut utiliser la carte de crédit de nos enfants. Bon, on ne fera pas ça, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Non, vous aimez mieux la dette financière que la dette climatique, on le sait. Notre comptable de premier ministre doit pourtant savoir comprendre ce langage-là. Quand on regarde dans les prévisions PQI 2018-2028, il y a 9 milliards de dollars de prévus en investissement au niveau du transport collectif. Même 9 milliards 2019-2029. Est-ce que le premier ministre peut confirmer qu'il n'y a pas d'augmentation dans le PQI pour répondre à l'urgence climatique, d'augmenter considérablement l'offre de transport collectif? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, quand on regarde les projets dans les infrastructures, il y en a au total pour 115 milliards. Il y a des projets qui sont sur le point d'être réalisés, puis il y a des projets à l'étude. Quand on regarde les montants qui sont prévus, au total pour le transport en commun, c'est 13,3 milliards de dollars. Donc, Monsieur le Président, je pense qu'on fait des efforts, puis comme le dirait le leader de Québec solidaire, l'argent n'est pas infini. Deuxième complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Écoutez, avec ce budget-là, la CAQ manque le train. Puis je vais vous l'expliquer. On n'est pas tout seul à le penser. D'ailleurs, il y a quelques enfants de vos ministres économiques qui semblent penser la même chose que nous autres. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre va reconnaître qu'en matière de lutte au changement climatique, son budget, là, il ne propose rien qu'exige la crise actuelle? Lorsqu'il y a une crise exceptionnelle, ça prend des moyens exceptionnels. Est-ce qu'il peut reconnaître qu'ils sont pas là? Premier ministre. Monsieur le Président, dans le budget, non seulement il y a 13 milliards pour les infrastructures en transport en commun, mais il y a aussi 1,3 milliard pour le programme Rouler vert, pour la gestion des matières résiduelles. Il y a 220 millions pour la décontamination. En plus, Monsieur le Président, on est en train de travailler sur l'électrification des camions. Dans les zones d'innovation puis le projet Saint-Laurent, on veut aussi plus utiliser le transport par train pour les marchandises, avoir des pôles logistiques. On est en retard sur le train. Malheureusement, au Québec, on est les champions du camion. Donc, Monsieur le Président, on commence à travailler dans un budget qui a été fait après quelques mois, puis on va continuer. Question principale, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne.
Merci, M. le Président. Alors, cet après-midi, j'ai un chiffre pour vous. 43. 43, c'est le nombre de fois que je me suis levée dans cette Chambre pour poser des questions pour lesquelles je n'ai eu aucune réponse. Mais, M. le Président, je suis assez tenace. La semaine dernière, il y a eu une présentation du budget. Et quand on parle d'élever le débat dans la Chambre, il faut savoir saluer les bons gestes. Et l'augmentation des budgets en matière de francisation, c'est une bonne chose et je suis la première à le reconnaître. Les investissements importants en francisation sont une facette essentielle de l'intégration au sol québécois. Mais en aucun cas, ceci devrait empêcher le ministre de répondre à des questions de façon claire, à des questions qui sont fondamentales. Et elles sont nombreuses, ces questions, alors je lui en soumets une à nouveau. Combien de dossiers ont été traités au ministère de l'Immigration parmi les 18 000 dossiers qui touchent les 50 000 personnes? Monsieur le ministre de l'Immigration. Je suis content de savoir que la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne souligne le bon budget que nous avons eu relativement à l'immigration. Ça ne s'est jamais vu. Hein? On passe de 338 millions de crédits à 482 millions. Ça, Monsieur le Président, ça va de pair avec le projet de loi 9, notamment avec le fait, et pour répondre à la question de la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, notamment sur le fait qu'on veut sélectionner les personnes immigrantes en lien avec leur profil de candidat, en lien avec les offres d'emploi disponibles. Alors, nous continuons de traiter les dossiers, comme je l'avais dit, mais cela étant dit, Monsieur le Président, est-ce que la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne pourrait nous féliciter davantage de prendre au sérieux l'immigration et de dire, nous, quand on fait un geste, on dépose un projet de loi, on s'assure de le financer adéquatement. Et le ministre des Finances a, par le budget qu'il a déposé, par l'excellent budget qu'il a déposé, a dit l'immigration, c'est important pour le Québec et on met en place des sommes records de 146 millions par année pendant 5 ans pour faire en sorte de mieux accueillir et de mieux intégrer les immigrants, et ce, dès l'étranger. Honnêtement, durant 15 ans, vous n'avez jamais fait ça. Nous, on passe de la parole aux actes, on agit, et j'espère que je vais avoir votre collaboration pour le projet de loi pour le faire avancer, pour qu'on puisse décaisser l'argent pour les personnes migrantes. Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, s'il vous plaît, votre collaboration, la parole appartient à la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le Président, j'ai un autre chiffre pour vous, un autre chiffre, 44. On est passé de 43 à 44 questions non répondues en Chambre en 1 minute 15. Tout le monde s'entend sur le fait que la francisation, c'est important. Tout le monde s'entend pour les investissements. Mais ce n'est pas ça la question, Monsieur le Président. La question, c'est combien de dossiers ont été traités au ministère de l'Immigration parmi les 18 000 dossiers qui touchent 50 000 personnes? C'est ça la question. Ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, moi, je souhaite qu'au bout de la réforme, on puisse être capable de traiter tous les dossiers pour ne pas créer d'inventaire comme vous l'avez fait, pour ne pas créer d'inventaire au Québec, mais pour ne pas créer d'inventaire à Ottawa. Parce que ça, Monsieur le Président, la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne ne le dit pas aux gens qui attendent des années et des années avant de pouvoir venir au Québec. Aux gens qui ont choisi le Québec et que le Québec leur a fermé la porte parce qu'ils étaient supposés travailler dans un domaine de formation, exercer leurs compétences, mais leurs compétences n'ont pas été reconnues. Ils n'ont pas trouvé un travail à la hauteur de leur formation et ils ont eu énormément de rêves brisés. Je change cela avec le projet de loi numéro 9 et j'ai les moyens pour le faire avec l'excellent budget que le ministre des Finances a déposé. 146 millions par année pendant 5 ans, 730 millions. Qu'est-ce que vous dites de ça? Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le Président, je dis que je n'ai pas de réponse à la question qui a été posée, Monsieur le Président. Combien de dossiers ont été traités? On n'a toujours pas le début d'une réponse. On est rendu à 45 questions posées maintenant. Alors, s'il vous plaît, pas de grand discours, Monsieur le Président. Un chiffre, un échéancier, une date, en 45 secondes, je pense qu'il est capable de répondre. Monsieur le ministre de l'Immigration, s'il vous plaît. Monsieur le Président, un chiffre, 42 % d'augmentation du budget du ministère de l'Immigration. Une date, Monsieur le Président. La date de la sanction du projet de loi, il n'en appartient qu'à la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne d'avoir cette date-là pour faire en sorte qu'au Québec, on recommence à bien traiter les personnes qui choisissent le Québec, à avoir un système d'immigration réformé, un système d'immigration qui va faire en sorte de s'assurer que chaque personne qu'on va accueillir, elle va être accompagnée avec un parcours personnalisé. On va l'accompagner de façon à ce qu'elle puisse occuper un emploi et qu'elle puisse apprendre le français. J'attends votre date. Elle ne dépend que de vous. Allez-vous collaborer avec nous pour faire adopter rapidement le projet de loi 9? Vous allez continuer à parler chacun sur l'adoption de principe. Question principale, Monsieur le député des Îles-de-Madeleine. La parole vous appartient. Merci, Monsieur le Président. Merci. À la suite de l'élection, le premier ministre a reconnu que le programme électoral de son parti en matière d'environnement et de lutte au changement climatique n'était pas à la hauteur des attentes des Québécois. Il s'est engagé à remédier à la situation. Or, dans le budget déposé la semaine dernière,
On peut douter que le gouvernement réponde à ces attentes. On annonce des investissements supplémentaires de 4,5 milliards de dollars dans le réseau routier pour les 10 prochaines années, mais on consacre pratiquement rien au transport collectif. La première chose qu'on doit faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est d'investir dans le transport collectif. Plus de transport collectif, bien évidemment, c'est moins de voitures sur les routes, moins de trafic, moins d'émissions. Est-ce que le gouvernement peut retourner à la table à dessein, revoir ces chiffres et ajouter des investissements massifs dans les transports collectifs? Ministre, Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Avec plaisir. Alors, Monsieur le Président, j'aimerais revenir sur un point qui a été traité il y a quelques minutes par notre Premier ministre pour donner 3 composantes au niveau du PQI. Il y a les projets qui sont en cours, il y a les projets qui sont en planification et il y a les projets qui sont à l'étude. Dans les 2 premiers montants qui ont été expliqués tout à l'heure par le Premier ministre, c'est 13,3 milliards qui est dans les 2 premières catégories. La grande différence de ce que nous avons fait au cours des derniers mois, c'est d'inscrire 8 projets de transport collectif au PQI. 8 projets qui totalisent entre 5 et 10 milliards de dollars qui seront réalisés au cours des prochaines années lorsqu'ils vont passer les prochaines étapes. Et je donne 2 exemples. C'est la ligne jaune à Longueuil et c'est le tramway sur le boulevard Taschereau. Allez dire maintenant aux maires de ces villes-là que ce ne sont pas des projets en transport collectif et vous viendrez me revoir après quand vous aurez une discussion avec eux. Merci beaucoup. Première complémentaire, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. L'information qu'on a vue dans le budget, on parle de 9 milliards de dollars qui est maintenu pour les prochaines années. Et pour le transport collectif, c'est donc une augmentation sur 10 ans de 40 millions de dollars. C'est les chiffres qu'on a vus dans les colonnes qui sont affichés. Ce que ça veut dire, essentiellement, là, quand on y regarde du plus près, c'est même 500 millions de moins dans les transports collectifs que ce qui était prévu par les libéraux. Comment le ministre de l'Environnement peut-il accepter que son gouvernement fasse moins que les libéraux? Monsieur le Président du Conseil du Trésor. J'ai dit qu'il y avait 3 catégories. Il y en a pour 9 milliards de projets qui sont très concrets en ce moment. Il y en a pour 4,3 milliards de projets qui sont en planification, qui sont dans l'enveloppe centrale. Il y en a au moins pour 10 milliards de projets qui sont à l'étude. Alors, ce que j'aimerais, c'est que lorsque vous additionnez les 3, vous regardez et vous allez arriver au montant qu'on a promis, c'est-à-dire de s'engager vers que le transport collectif représente au moins la moitié de ce qui est investi du côté du transport routier. Et pour ça, c'est ce que nous allons faire dans les prochaines années, mais il fallait que cette année, nous inscrivions ces 7 ou 8 projets-là dans le PQI, et c'est ce que nous avons fait dans les derniers mois. Merci. Deuxième complémentaire, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Bien, compte tenu du nombre de projets qui ne manquent pas en transport collectif, pourquoi ne pas en avoir inscrit davantage dans l'enveloppe centrale? On peut accélérer des projets comme la ligne bleue, vous l'avez mentionné, les projets à Montréal, la ligne jaune, le tramway, les projets en région. Quand est-ce que le gouvernement va poser des gestes et des actions musclées pour accélérer le développement du transport collectif et retirer les voitures des routes? S'il vous plaît. Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Non, on va le dire en français. Écoutez, Monsieur le Président, sérieusement, je pense que ça me ferait plaisir de prendre quelques minutes avec le député après la session pour lui montrer dans les documents comment on arrive aux chiffres dont j'ai parlé tout à l'heure. Puis si c'est une question, soit que je l'explique mal ou qu'il y a une mauvaise compréhension, ça me fera plaisir de prendre quelques minutes pour lui expliquer. Merci. Question principale, Madame la députée de Mercier. Merci, Monsieur le Président. On l'a vu au cours des derniers jours, le projet de loi 17 a mis les chauffeurs de taxi en furie. C'est simple, le gouvernement pousse 22 000 familles à la rue et ces familles se sentent trahies. Et que répond le ministre des Transports à cette tragédie humaine? Rien. Au contraire, il laisse tomber d'honnêtes travailleurs devant au profit d'une multinationale étrangère. Le ministre répète sur toutes les tribunes qu'il a à cœur le sort des usagers. Il nous dit sans cesse qu'il a écrit sa réforme, sa main sur le cœur, en pensant aux clients. Mais qu'en est-il des usagers les plus vulnérables? Qu'en est-il des usagers du transport adapté? Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Services sociaux. Fait-elle confiance à Uber pour prendre soin des personnes vivant avec un handicap?
Madame la ministre déléguée au transport. Alors, Monsieur le Président, je remercie la députée de Mercier pour la question. C'est un projet de loi qui est extrêmement important, qui vient amener une équité pour l'ensemble des joueurs, pour les nouvelles plateformes. Et bien sûr que l'ensemble de la population doit être desservie par des services de transport, incluant les personnes à mobilité réduite. Et ce type de transport est évidemment maintenu. D'ailleurs, les chauffeurs de taxi pourront garder des avantages qu'ils avaient déjà, comme le transport adapté, comme par exemple le hélage sur la rue, comme par exemple les appels téléphoniques via les centrales. Alors, il y a d'énormes avantages à cette nouvelle loi, beaucoup plus équitable, qui tient compte des usagers des transports payants pour personnes et qui vont permettre à l'industrie de mieux se développer de manière beaucoup plus équitable. D'ailleurs, pour les chauffeurs de taxi, nous investissons, les Québécois investissent jusqu'à 500 millions de dollars. Première complémentaire, Madame la députée de Mercier. Les personnes vivant avec un handicap, c'est la responsabilité de la ministre de la Santé et des Services sociaux. Donc, pour faire plaisir à Hubert, on savait que la CAQ était prête à mettre 22 000 familles à la rue, à niveler leurs conditions déjà misérables par le bas. Mais ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que la CAQ était tellement pressée de faire plaisir à cette multinationale qu'elle a oublié les gens qui vivent avec un handicap. Est-ce que la ministre de la Santé et des Services sociaux a dit à son collègue des Transports que 120 000 personnes vulnérables défendent du transport adapté au Québec? Madame la ministre déléguée au transport. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est un projet de loi qui est important, qui est équitable pour les membres de l'industrie, qui est là pour aussi répondre aux besoins des citoyens, notamment pour les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées. Le transport pour personnes handicapées est maintenu par les services de taxi, évidemment. Ce sont des personnes qui doivent obtenir ce service, donc ce sera maintenu. Et pour les chauffeurs, en fait, les titulaires de permis de taxi, l'ensemble des Québécois est mobilisé pour aider cette industrie et investir 500 millions de dollars, un demi-milliard de dollars. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Mercier. La CAQ nous dit et nous le répète, la réglementation, c'est vieillot parce qu'on est au 21e siècle, que l'industrie du taxi est dépassée et qu'elle doit s'adapter. Pourtant, l'industrie du taxi a le mérite de s'adapter aux plus vulnérables. Elle dispose de véhicules avec un plancher surbaissé, un plafond relevé, des rampes d'accès, etc. Est-ce que la ministre de la Santé et des Services sociaux croit, elle aussi, que la sécurité et le respect des normes du transport adapté, c'est quelque chose de dépassé? Madame la ministre déléguée au transport. Monsieur le Président, il me fait plaisir de répéter à nouveau que les personnes à mobilité réduite sont totalement respectées. Le service est maintenu. Il est en opération et donné par les chauffeurs de taxi. Donc, ce n'est pas une question est-ce qu'il y a ou il n'y a pas, il y a. De plus, Monsieur le Président, pour la modernisation, assurer cette modernisation nécessaire, voulue de l'industrie du transport des personnes, nous investissons, le gouvernement, les Québécois, les Québécoises investissent un demi-milliard de dollars pour moderniser et rendre beaucoup plus équitable cette industrie. Question principale. Madame la députée de Fabre. Monsieur le Président, en janvier dernier, plusieurs familles s'exprimaient plaintes, reportages, dénonciations de mauvais soins au CHSLD privé l'Éden de Laval. Le 16 janvier dernier, la ministre responsable des aînés a dit vouloir augmenter la cadence des inspections dans les CHSLD, les résidences privées pour aînés. « J'en veux plus », a-t-elle affirmé. « On va le faire plus fréquemment. Moi, je veux que dans tous les CHSLD, les personnes qui sont hébergées reçoivent les mêmes soins et les mêmes services de qualité. » C'est bien, Monsieur le Président, de vouloir en faire plus. Elle a promis de procéder rapidement à l'évaluation de tous les CHSLD privés. Elle a même affirmé « Je veux avoir ça d'ici 1 mois ». Aujourd'hui, nous sommes le 26 mars, 2 mois plus tard. Est-ce que la ministre peut nous déposer aujourd'hui les rapports d'inspection de 46 CHSLD privés? Madame la ministre responsable des aînés.
Monsieur le Président, j'avais demandé et j'ai obtenu de la sous-ministre responsable justement des CHSLD de faire l'évaluation des CHSLD privés, des CHSLD privés conventionnés et de faire une comparaison entre les per diem qui sont versés aux CHSLD privés versus les CHSLD publics. J'avais dit 1 mois. Or, 1 mois plus tard, soit le 18 février, j'ai obtenu le rapport. Et c'est la raison pour laquelle, dans le budget de mon collègue ministre des Finances, il y a 30 millions de dollars pour justement équilibrer les per diem afin que dans tous les CHSLD du Québec, qu'ils soient privés conventionnés ou publics, que nos aînés puissent recevoir les mêmes soins de qualité nonobstant le site d'hébergement. Première complémentaire, Madame la députée de Fabre. Votre collaboration. Merci, Monsieur le Président. Je veux bien clarifier ma question. J'ai parlé des 46 rapports d'inspection pour lesquels elle s'est engagée. La ministre ne peut pas déposer les rapports parce qu'il n'y en a pas à ce jour. Monsieur le Président, nous avons fait une demande d'accès à l'information. La réponse, nous regrettons de vous informer que nos recherches n'ont permis de retracer aucun document répondant à votre demande. Vous connaissez la chanson « Encore des mots, toujours des mots, rien que des mots, paroles, paroles et paroles ». La ministre dit avoir demandé d'inspecter les Madame la 46 ministre CHSLD. responsable des aînés. Pourquoi ce n'est pas tenu? S'il vous plaît. Monsieur le Président, la députée de Fabre, à tout faux, j'ai demandé d'avoir une évaluation des CHSLD privés concernant les per diem comparativement aux CHSLD, par exemple, publics, entre un 250 $ qui est versé comparativement à 185 $. Comment voulez-vous qu'il y ait les mêmes soins et les mêmes services de qualité? C'est ce que j'ai demandé et c'est ce que j'ai obtenu. Pensez-vous que dans le budget du gouvernement de la CAQ, il y aurait 30 milliards pour augmenter 30 millions? Oui, il y a 40 milliards en santé. Mais je vais rassurer ma collègue de la santé parce que 40 milliards en santé, c'est pas mal plus que 30 milliards. Madame la députée de Fabre, la parole n'appartient qu'à la députée de Fabre. Merci. Monsieur le Président, est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que la ministre conteste sa propre directive? Alors, ce n'est pas la première fois qu'elle fait des promesses devant les médias qu'elle ne tient pas. Je pense aux aînés de mon comté, de Laval et du Québec, et je pense à l'importance de faire des inspections rapidement. Inspecter les 46 CHSLD en 30 jours, ce n'est pas fait. C'était son engagement. Est-ce que pour la ministre, la définition de bienveillance, c'est de promettre et de ne pas tenir parole? Je vous demande d'être prudent dans vos propos. La parole à Madame la ministre responsable des aînés. Oui, Monsieur le Président, vous avez raison de dire prudence dans les propos parce que nous avons aussi augmenté le nombre d'inspecteurs dans les CHSLD. Nous sommes rendus à 9 inspecteurs. Le député de la Pinière me regarde en me disant « ça paraît pas ». Il aurait dû mettre beaucoup plus d'inspecteurs alors qu'il était ministre de la Santé et des Services sociaux. Votre collaboration. Peut-être qu'il y aurait moins de difficultés. Votre collaboration, s'il vous plaît. Juste avant, votre collaboration, s'il vous plaît. La réponse appartient à la ministre. Madame, poursuivez. Plus d'inspecteurs, plus d'inspections, plus de per diem, plus de soins, plus de services et plus de respect pour nos aînés au Québec. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On se calme. Je vous demande d'éviter de vous interpeller. La parole appartient à la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci, Monsieur le Président. Le 6 septembre dernier, le CAQ a promis aux parents d'enfants lourdement handicapés 22 millions de dollars de plus dès cette année. Un engagement écrit noir et blanc dans leur cadre financier. Pour démontrer toute la sincérité de son engagement, le premier ministre les a même invités à se joindre à eux pour l'occasion. Il leur a dit, en les regardant droit dans les yeux, que s'ils sont élus le 1er octobre prochain, il va être là pour eux. La semaine dernière, à la veille du budget, je me suis levée ici en Chambre pour appeler au gouvernement cette promesse formelle. Le ministre de la Famille s'est levé et m'a répondu ceci. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a l'intention de respecter nos engagements. J'entends les propos du ministre, j'entends les propos du premier ministre. Alors, est-ce que le ministre de la Famille peut m'indiquer à quelle page dans le budget nous pouvons retrouver le 22 millions de dollars promis en 2019-2020 pour les familles avec des enfants lourdement handicapés? Monsieur le ministre de la Famille.
Merci, Monsieur le Président. Je vais répéter ce que j'ai dit tantôt. Je veux que les gens comprennent bien. Je veux que les parents d'enfants handicapés comprennent bien aussi notre intention. Quand on dit qu'on va respecter tous nos engagements, c'est ce qu'on va faire. Le programme, présentement, est en train d'être revu. Et si j'étais la députée de Westmount-Saint-Louis, je serais gêné aujourd'hui, bien humblement, de me lever, parce que ce qu'ils nous ont dit, les parents d'enfants lourdement handicapés, c'est que le programme proposé, mis sur pied par les libéraux, a été fait sur le coin d'une table. On est en train de réparer ça. Moi, quand je les rencontre, c'est ce qu'ils me disent. Si le Parti libéral n'est pas d'accord avec ça, il peut aller leur dire, mais nous, de notre côté, on va réparer les pots cassés, on va prendre le temps de faire les choses, on va bien les faire et chaque dollar promis, chaque dollar qui était dans le cadre financier pour les parents de ces enfants-là seront donnés. C'est l'engagement qu'on a pris. Vous avez entendu le premier ministre. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci à tous.